Bienvenue pour ce nouvel hors-série stat avec la SBAR. Et avant de démarrer, vous avez un quiz en premier lien dans la description pour mieux connaître votre style de jeu. Ça prend 2 minutes et on vous envoie un débrief personnalisé fait par Monsieur Sbarro en personne pour apprivoiser vos forces grâce à la stat. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez récupérer les 4 secrets de statisticiens juste en dessous. C'est une véritable masterclass sur la stat d'1h14 de contenu offert. Vous allez vous régaler. Et maintenant, place à l'épisode. Un peu atypique puisqu'on est en direct d'un événement sur gazon qui est somptueux. C'est parti, le hors-série stat à Roland-Garros. Let's go. Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière journée sur le Beaumont Tennis Master. Ce matin, on a une petite conférence avec un expert en statistique, Fabrice Barraud. Comment ça va Fab ? Assez bien, assez bien. Alors Fab, déjà est-ce que tu peux nous expliquer avec qui tu bosses sur le circuit ? Et dans la foulée, on va parler des stats des 4 finalistes de Roland-Garros 2024. On va démarrer avec moi. Alors, on va donc parler de Swiatek, Alcaraz, Zverev et Paolini, qui ont été les 4 finalistes de ce dernier Roland-Garros. Très bien, et on va en parler d'un point de vue statistique. Exactement. À chaque fois, tu as des données très précises sur eux que le commun des mortels ne voit pas, ne connaît pas. Donc ça va être hyper intéressant. Ouais, j'espère. Enfin, on va tout faire pour. On essaye. On fait un effort. Bon, très bien. Alors, déjà, ton CV, avec qui est-ce que tu as bossé sur le circuit ? Est-ce que tu peux nous contextualiser un petit peu ? Ouais, CV, donc je suis coach de tennis à la base. Je travaille sur le tour avec la Stade depuis 2019. Et je peux pas dire avec qui je travaille, mais j'ai travaillé avec un certain nombre de top 10, top 20, top 50, top 100. Et maintenant avec Edge, je travaille principalement avec des top 250, 200, mais des futurs stars en devenir. Alors, Edge, c'est l'agence qui organise l'événement, qui propose à des jeunes joueurs et joueuses professionnelles d'avoir accès à des personnes comme toi, des experts de la stade, des prépas mentaux, prépas physiques, nutritionnistes. Ah, on a de tout. Vous avez de tout. Et il y a certains qui sont là d'ailleurs, qui sont venus sur ces 3 jours-là. Et alors pourquoi tu peux pas nous dire avec qui tu bosses, top 10, top 20, top 30 ? Parce que par le passé, par moments, ça a amené des histoires qui n'avaient pas lieu d'être, quoi. Des agents qui réagissent à des propos. Je me suis dit finalement, je dis plus rien. Certains savent avec qui je travaille et je pense que ça restera comme ça. Moi je peux juste vous donner un indice, Fab a déjà gagné des grands chelems avec certains de ses clients. On peut dire lequel ou pas ? On bosse sur une langue de bois les gars, on n'est pas en Suisse par hasard. Ah non, secret professionnel. Bon du coup est-ce qu'on attaque avec Iga Swiatek qui vient de gagner son 3e ou 4e Roland-Garros ? Ça, tu sais mieux que moi. Moi je connais les stats de terrain, mais je crois 4. Je crois que c'est son 5e grand chelem Génial. et 4e Roland, donc 4e titre sur terre battue, c'est vraiment la reine de la terre. Qu'est-ce que tu as noté toi d'un point de vue statistique qu'il faut absolument préciser ? Sur elle, tu dis ? Ah ben là on est parti sur Ouais, Iga. d'accord. Oui, alors, il faut savoir que pour l'analyse d'Iga Swiatek, on a analysé la demi-finale et la finale. Ce sera la même chose pour Alcaraz, Zverev et Paolini, tout le monde. Et donc sur ces 2 matchs joués de Swiatek, elle a gagné 60,6% des points. Donc déjà, une première parenthèse, 60,6% des points en stats, c'est énorme. Habituellement, c'est quoi la moyenne ? La moyenne d'un match gagné, c'est 55% des points gagnés. La moyenne de Federer, c'est 54% des points gagnés. Djokovic, dans ses meilleures années, à 55%. Là, on est donc sur une joueuse qui, sur les 2 derniers matchs de Roland-Garros, va gagner jusqu'à 61% de la totalité des points joués. C'est exceptionnel. Sachant qu'elle a failli passer à la trappe au 2e tour, c'est ça ? Face à Osaka, exactement. Ouais. Elle sauve balle de match. Ouais, comme quoi. Elle se plaint un petit peu du public qui fait trop de bruit en disant voilà, il y a d'énormes enjeux financiers, il faut qu'on puisse se concentrer. Et elle termine par s'en étendre. Et d'ailleurs, je sais plus quel joueur est monté au créneau en disant écoutez, on se plaint quand il n'y a personne dans les tribunes, on se plaint quand il n'y a pas assez d'ambiance. Et elle se plaint quand il y en a un peu trop parfois, donc ils essayent de trouver le juste milieu. Bref, on est concentré sur les demi-finales et la finale, mais ça me semblait important d'en parler. Quel autre stat t'as noté ? Déjà, juste terminer là-dessus, je trouve que les gens ne réalisent pas à quel point elle domine, en tout cas sur terre battue. Ok, il y a eu un match difficile, mais le reste, c'est que des scores. Il y a eu 0-0 face à Potapova. Elle met des branlées. Donc maintenant, on peut essayer d'expliquer pourquoi, comment statistiquement elle gagne ses points. Donc, un truc qui m'a assez frappé, c'est que moi, je divise les rallyes entre 1-2 frappes, 3-4 frappes, 5 à 8 frappes et plus de 8 frappes.
Et elle, où elle a pris son plus grand avantage sur cette demi-finale et finale, c'est entre 1 et 2 frappes. Donc 1-2 frappes, c'est service et retour, en gagnant 67% des points en service et retour. Donc maintenant, je vais l'expliquer. Ça veut dire qu'elle a eu, on peut dire, un quadruple avantage entre 1-2 frappes. Elle a fait plus d'essais de service gagnant que ses adversaires, moins de double faute, plus de points en retour et moins de fautes directes en retour. Et il s'est avéré que sur ces 2 matchs, c'est là qu'elle a pris son plus grand avantage. Mais je me répète, elle a gagné tellement de points qu'elle a en fait dominé ses adversaires absolument partout. C'est-à-dire qu'elle les a dominés entre 1-2 frappes, comme je viens de le dire, mais aussi dans les rallyes de plus de 3 frappes. Ça veut dire au fond de court. Et c'est aussi ce qui alimente une autre polémique à Roland-Garros, c'est les night sessions qui n'ont pas eu une seule affiche de femmes parce que le risque, c'est qu'il y ait des matchs, comme tu viens de le dire, trop courts. Et évidemment, quand il y a des enjeux télé comme Amazon qui met des millions pour diffuser Roland-Garros, ils n'ont pas envie de prendre le risque d'avoir une Iga Swiatek qui va gagner 6-0, 6-1 en 40 minutes. Ça illustre ce que tu viens de me dire. C'est vrai que Iga Swiatek, elle t'invite pas, je sais pas, quelqu'un disait aussi payer un billet d'une finale pour 45 minutes de match, ça donne pas envie. Après, par contre, c'est la réalité du jeu, elle domine complètement le tennis féminin, en tout cas sur terre battue. Alors, juste autre chose, j'avais demandé de faire un coach qui a fait gagner 2 joueuses Roland-Garros, au moins une, Sam Sumi. Je lui avais dit quelle est la tactique à adopter sur terre battue pour les femmes. Il me dit aucune. Les femmes, elles mettent que des mines, elles ne glissent pas, elles ne jouent pas sur terre, elles n'ont pas de stratégie, contrairement aux mecs où il y a des vrais terriens. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que Iga, au contraire, a un jeu de terrienne? Ouais, alors je pense qu'elle a plus un jeu de terrienne, elle est meilleure sur terre que sur les autres surfaces, bien qu'elle soit forte partout. Par contre, ce qui était intéressant sur ses stats, c'est qu'en règle générale, Iga Swiatek, c'est une joueuse qui gagne en agressivité, en étant plus agressive que les autres. Et sur ce Roland-Garros, sur ses 2 derniers matchs, elle a gagné principalement en faisant moins de fautes directes que ses adversaires. Par contre, nuance, moins de fautes directes, parce qu'elle met une telle pression à ses adversaires que ses adversaires ont dû surjouer. Ça ne veut pas dire qu'elle a joué d'une manière défensive. Mais par contre, dans les stats, c'est marrant, elle a fait, je crois, en moyenne 40 à 50% de moins de fautes directes en coup droit en revers. Et c'est le facteur numéro 1 qui explique qu'elle a performé dans les rallyes de plus de 3 frappes. Donc, ce qu'a dit Sam Sumi, taper fort n'importe où, sur ces 2 matchs, c'est moins un bon exemple. Toutefois, je vais vous donner aussi 2 stats de Swiatek. Donc, le coup droit de Swiatek va à 118 km/h et la moyenne est à 114. Donc elle est 4 km/h en coup droit plus fort que la moyenne. C'est bon, 4 km/h en stats, c'est beaucoup. Après, si vous connaissez un peu le RPM, Rotation per Minute, son coup droit est à 2286 RPM. Et pour les Français qui nous écoutent, c'est 86. Et alors que la moyenne est à 2024. Donc c'est une joueuse qui a plus de speed et de spin dans tous ses coups. Coup droit et revers. Revers, je sais les chiffres, mais voilà, c'est la même tendance. Ça veut dire qu'elle a fait moins de fautes directes en coup droit revers de ses adversaires, oui, mais elle joue plus fort et avec plus de spin. C'est-à-dire qu'elle les a forcés à prendre plus de risques et à faire plus de fautes, notamment en coup droit. C'est donc une Rafa au féminin. Ça ressemble plus, en tout cas, ça ressemble plus à une Rafa au féminin, exactement. J'avais pas fait le parallèle, mais t'as raison. Ouais, ça ressemble plus à ça. Alors juste pour info, Fab là, nous donne des stats globales de ce que tu as pu analyser à la télé, mais toi dans ton métier, tu fais des stats très précises pour optimiser des joueurs et des joueuses. Tu m'as expliqué que les joueurs et les joueuses avec lesquels tu bosses sont des Ferrari, tu essaies de leur apporter 1% en plus. Là on est sur de la stat grand public. Lorsque tu fais des préparations de match pour des joueurs et des joueuses professionnelles, tu vas essayer d'optimiser leurs forces et les faiblesses des adversaires qui vont jouer. C'est bien ça, juste pour avoir aussi un peu de contexte Tu dis dans une prépa de match. aux passionnés qui nous écoutent. Nombreux d'ailleurs, je suis impressionné. Tu dis quoi, dans une prépa de match? Ouais, une prépa de match. Ouais. Tes prépas de match sont très différents des analyses qu'on est en train de faire finalement. Exactement. La prépa de match, c'est pour préparer un athlète face à un autre. Là, c'est juste un constat, une analyse de ce qui s'est passé. C'est vraiment 2 choses différentes. On peut vraiment utiliser la statistique pour préparer les futurs adversaires ou pour optimiser le joueur ou pour expliquer une victoire, comme on le fait maintenant. Est-ce qu'on a fini sur le cas Swiatek et on enchaîne sur Carlos Alcaraz? Ouais, Ou je tu pense. tiens encore en haleine avec les femmes? Fabrice, Nous pouvons passer à Alcaraz avec. je suis ravi. Alors, Alcaraz. Donc Alcaraz, cette fois, j'ai dit avant, Swiatek a gagné 60,6% de ses points demi-finale et finale. Alcaraz, il est à, devine, combien de points il a gagné pour gagner demi et finale? Ça, c'est une vraie question. Comme il était mené 2-7-1 sur les 2 matchs,
le pourcentage est forcément en dessous. Ah, il y a un piège évidemment, merci Fabrice. Allez, tu m'as dit que 55 c'était la moyenne, non? On était à combien? Ouais, 55 c'est la moyenne d'une victoire sur le tour. S'il est à 60, ça me paraît beaucoup déjà, non? Ouais, 60 c'était Swiatek. Non. Ah oui, je pensais plus. Des points gagnés. Je pensais 67. Je suis là, mais je suis pas tout à fait là. T'es en Suisse, pourtant. Alors, combien de pourcentage il a gagné? Allez, 59. Non, 51,2% Ah ouais, donc des en dessous points de la gagnés. moyenne. Ouais. Non mais en dessous. Donc Alcaraz gagne demi-finale et finale de Roland Garros en gagnant 51,2% la totalité des points joués sur ces deux matchs. Donc ça montre à quel point les écarts entre les joueurs sont petits et entre les meilleurs et les autres sont aussi petits. Et c'est ce qu'il expliquait aussi, c'est que sur sa demi, c'est un des premiers matchs où il a accepté de gagner sans bien jouer, en s'arrachant, lui qui est adepte du plaisir, du beau jeu, du fun. On le voit sourire sur le court, il est hyper frais, c'est très agréable d'ailleurs. Mais voilà, pour une des premières fois, il s'est dit ok, aujourd'hui je suis dans un très mauvais jour, je vais accepter de mal jouer, quoi. Au final, Séverin Lutti hier me disait qu'il pensait que Zverev allait gagner lorsqu'il gagne le 3e set. Et donc pareil, il accepte de mal jouer. Winning ugly. C'est vrai que je pense pas qu'Alcaraz a été à son meilleur niveau sur ce tournoi et il arrive à le gagner, c'est quand même une preuve que son niveau moyen est très élevé quoi aussi. Et de maturité. Ouais, clairement. Il a 21 ans, c'est le plus jeune joueur à gagner sur les 3 surfaces du Grand Chelem, des Grands Chelems, terre et dur, maintenant il n'y a plus de ribondelles, gazon aussi évidemment. Nadal est le premier joueur à avoir gagné les 4 Grands Chelems à 24 ans, donc il lui reste, on va dire, 2 grosses années et demie pour battre le record de Rafa. Il va falloir gagner l'Australie. Il va falloir aller chercher l'Australienne. Ça lui laisse 2 saisons. On va voir si en début de saison il peut. C'est quand même, il a donc si Alcaraz. Je sais pas, peut-être il peut le faire, hein, mais peut-être pas. Ça je peux pas. La stat ne le dit pas. Deuxième statistique, Fabrice, qu'as-tu noté dans ton petit cahier? Là, je vois qu'il y a plein de notes. Il y a pas mal de notes, mais alors la plus grande différence qu'Alcaraz a fait dans sa demi-finale et finale, c'est sur son premier coup droit après le service, avec un très haut ratio de points par rapport à ses adversaires. Donc là, on parle vraiment de ce qu'on appelle au tennis le service plus 1. Le service plus 1, nous on en a parlé vachement souvent. Tennis moderne. Tennis moderne, c'est service plus 1. C'est-à-dire je gagne avec mon service et la première balle qui vient après mon service. Aussi, pour ceux qui ne le savent pas, 64% des échanges au tennis ont moins de 5 frappes. Donc là, Alcaraz fait vraiment la différence face à ses adversaires sur les accélérations en coup droit, sur son premier coup droit après le service, en gagnant 56% des points qui finissent en 3 et 4 frappes. Est-ce que tu peux d'ores et déjà nous donner l'info sur Zverev par exemple, pour qu'on puisse se rendre compte à quel point il est plus efficace peut-être que lui là-dessus? Je viendrai après sur Zverev. Parce que Zverev a des stats complètement différentes de lui, et c'est ça aussi qui est intéressant. Donc, non mais c'est, en plus, ayant vu jouer Alcaraz pendant Roland Garros personnellement, franchement, ce que j'ai trouvé très très fort chez lui, c'est les bons choix tactiques. Il n'a pas été non-stop agressif sur son service plus 1. Mais par moment, il y avait une ouverture, il y allait. Par moment, il y avait une surprise avec un coup droit croisé. Et c'est vraiment, au final, ce qui a fait la différence par rapport aux autres. Parce que dans les rallyes de plus de 5 frappes, il n'a pas gagné plus de points que ses adversaires. Et entre 1-2 frappes, il n'a pas gagné plus de points que ses adversaires. Sur ces 2 matchs. Hein. Et tu le trouves quoi? Plus malin que les autres? Une capacité à s'adapter plus facilement, à changer, à bifurquer sur la tactique? Je te dirais que sur ce tournoi, j'ai vu un grand tacticien. Ça veut dire, on est d'accord qu'il y avait ce service plus 1 au bon moment, service plus coup droit, et il y a eu encore 2 autres facteurs. Les montées à la volée, donc là j'ai aussi une petite stat par rapport à ça, je vais te le faire pour toi. Il a gagné 75% de ses points quand il est monté à la volée. Et ça représente quoi? 75% en français. Ah oui, non, mais je parlais par rapport à une généralité Non, c'est au-dessus de la moyenne. qui est normalement à combien? Non, juste au-dessus. Elle est à 71. Et en tout, 20% de la totalité des points qu'il a gagnés ont été gagnés au filet. 20%. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a gagné plus de points que la moyenne en montant filet et plus de points au total à la volée. C'est-à-dire qu'il est monté au bon moment. Et à l'intérieur de ça, je note une chose, il a fait pas mal de services volés. Donc l'aspect tactique a vraiment été efficace, quoi. Est-ce qu'on sait si Iga Swiatek et Carlos Alcaraz travaillent avec des personnes comme toi, des experts en stats, ou pas du tout? Alcaraz, j'aurais envie de te dire non.
T'as envie de me le dire ou tu me le dis? Je pense que c'est non. On pense, on n'est pas sûr. Et Iga Swiatek, j'ai entendu dire que oui, ou par moment, pas constant. C'est pas les meilleurs exemples pour la stat. D'accord. Ça arrive. Zverev, Zverev, non, Jasmine, de temps en temps. Il y a d'autres qui travaillent un peu plus avec la stat, mais cette année, ils ont été en quart de finale principalement. tu peux nous dire qui? Jabber, Sabalenka, Djokovic, Auger Yacine, qui travaillent beaucoup avec la stat, que je connais. Non, c'est plus ou moins ça. Est-ce que les joueurs qui sont ici au Bon Tennis Master bossent avec la stat pour certains? Je crois tous. Tous? Mais non, aucun. T'aimerais? Ah, c'est pas le même public, hein. Après, pour des gens un peu plus amateurs, il y a d'autres types de stats. Non, je te parlais des joueurs engagés sur l'exhibition. Corentin, Moutet. Et Fabrice, t'es là, t'es pas là. Corentin Moutet, Bublik, Tim, Non. Kokina. Après, il y a le truc, c'est que maintenant, il y a des gens qui travaillent à l'année avec la stat, il y a des gens qui la travaillent par moment avec, et il y a des aussi qui la reçoivent et qui l'utilisent de temps en temps. Maintenant, on est beaucoup plus noyé dans la stat maintenant qu'avant. Par contre, un travail spécifique avec quelqu'un comme moi, je dirais que c'est à peu près 20% des gens sur le tour. 20% du top 100. Ouais, 20% du top 100, je dirais. Et par contre, ceux qui touchent la stat tôt ou tard, beaucoup plus. Parce que maintenant, tout le monde est dans la stat. Mais vraiment, le travail spécifique de préparation, de feedback de match, de développement du joueur, il y en a, je dirais, à 20%. Tu veux que je touche un petit mot à Petar Popovic, de lui dire va parler à Fab ou pas? Petar Popovic, le coach de Corentin Moutet, vous avez noté si vous étiez là les 2 derniers jours, mon idole. Je l'adore. Tu peux lui dire, je suis pas sûr que ce soit le bon modèle, mais on sait jamais. Moi j'aime bien. Non, mais je dis pour les stats. Ah, pour les stats. Ah, ok. je dis pas le bon modèle pour un tennis. Alors je t'ai coupé sur Carlos. Est-ce qu'on a terminé sur son cas ou il reste quelque chose? Non, il y a un dernier point sur Carlos. Tu as bien vu qu'il fait beaucoup d'amortis. Je vais poser encore une question. Entre la demi-finale et la finale, combien d'amortis il a fait en revers, en coup droit, et quand il a joué cet amorti, quel a été son pourcentage de points gagnés? Ah, c'est super dur. Hein, Combien d'amortis en tout sur le match? sur demi-finale et finale ensemble. Il y a Petar Popovic juste derrière, je vais lui demander. Petar, combien d'amortis Alcaraz a-t-il fait en demi et en finale? 15 sur chaque match? Coup droit revers. 25 chaque match, 50 amortis en tout. 50 amortis sur 2 matchs, c'est pas mal. En tout, il a fait 18 amortis de revers, 28 de coup droit sur la demi et la finale. Et maintenant, quel est le pourcentage de points gagnés quand il a joué ses amortis? 75% à la louche par Petar. 56% des points gagnés après une amortie de revers, 56, et 64 après une amortie de coup droit. Efficace. C'est pas mal. Et Petar, si Corentin avait été en demi en finale, combien d'amortis aurait-il fait? Beaucoup plus. Le double. Surtout contre Zverev. Le double, c'est pas Merci si. les gars. Donc tu vois, et là je vais terminer sur Alcaraz avec ça. Donc pour moi, et c'est là que je vois, ça a été un joueur créatif, opportuniste et juste tactiquement. Ça s'est joué l'amorti, ça s'est joué le service volé, ça a été efficace en service plus 1 quand il avait besoin de l'aide, mais dans tout le reste du jeu, service, revers, rallye de plus de 5 frappes, il n'a pas été exceptionnel. Par contre, il a été exceptionnel dans cet opportunisme, dans cette créativité. Et c'est là que je pense qu'il gagne son Roland Garros grâce à ça. Propre. 3e grand chelem à 21 ans. Solide. Bon, on enchaîne sur Zverev. Mischa Zverev, Maintenant, on est sur les finalistes, on va prendre peut-être un petit peu moins de temps. Mais Pardon? on va prendre peut-être un peu moins de temps, parce que c'est les finalistes. Alors là, ouais, on va parler des finalistes de Roland Garros. Donc on commence par Alexander et on terminera par Jasmine Paolini, l'italienne, surprise de ce Roland Garros. À 28 ans, exactement. Alors toi déjà, Alexander ou Alcaraz, tu voyais qui l'emporter? c'était chaud. Ouais. J'aurais mis 55-45 pour Alcaraz. Voilà. J'étais légèrement plus pour Alcaraz. Je me dis, il va s'en sortir sur les moments chauds. Je pensais que ça allait tourner pour lui. Je n'ai pas eu tort. Mais... Est-ce que tes stats expliquent la défaite de Alexander ou qu'est-ce qu'elle représente dans leur globalité? Est-ce que les statistiques que tu as fait sur Zverev montrent pourquoi il a perdu contre Alcaraz ou qu'est-ce que tu vas essayer de nous montrer ici? Là, je vais prendre les stats générales de Zverev sur sa demi
finale face à Rude et sur sa finale avec les deux ensemble. J'aime bien faire des moyennes, donc c'est pas exactement ça que je parle. Mais bon, mais si je t'ai dit qu'Alcaraz avait gagné en service plus 1, c'est-à-dire que, et on va venir sur ce point, c'est-à-dire que Zverev, lui, n'a pas été efficace en service plus 1. Donc, la première force de Zverev sur sa demi-finale et sa finale, ça a été clairement sa première balle de service. Avec 71% de première balle passée et 37% d'essais de service gagnant. J'explique. Quand la première balle passait, 37% du temps, c'était un essai, c'est un service gagnant. Sur terre battue, c'est très élevé. Ah bon? Je pensais qu'au contraire c'était bas. Non. La moyenne est à 33%. Sur terre battue, la moyenne est peut-être à 28%. Et là, on est sur 10% au-dessus de la moyenne, on va dire, en passant 6% plus de première balle. Donc on était sur quelqu'un qui a très très bien servi sur ces deux matchs. Il a fait en moyenne 2,5 fois plus d'essais de service gagnants que ses adversaires. Donc ça a été son arme numéro 1. Ensuite, quand les échanges au fond de cours ont commencé, Zverev n'a gagné que 46,6% des points. 46,6. Donc pour te donner ce que ça représente, quand tu gagnes 46,6% des points sur le tour, tu es classé 200e mondial. Ah ouais. C'est ça. Et pourtant il bat Rude en 4 et il mène de 7 à 1 en finale. Exact. Une fois de plus, c'est des toutes petites différences, c'est quelques pourcents par-ci, par-là. Et voilà. Donc, et par contre, tu vois, ce qui explique pour moi la défaite de Zverev, ça a été son premier coup droit après le service. Ça veut dire qu'il a servi très très bien. On peut voir dans les chiffres qu'il a servi très bien. Mais en règle générale, les gros serveurs, ils ont deux avantages. C'est de gagner plus de points gratuits grâce au service, et surtout aussi sur le deuxième coup après le service. Et là, je trouve qu'il n'a pas du tout pris un avantage sur son coup droit. En moyenne, sur ces deux matchs, il a fait 2 fois moins de points en coup droit que ses adversaires. Dommage. Voilà, Mention dommage. La deuxième finale perdue finalement. On perd contre Dominic Thiem à l'US Open en 2018 ou 2019, je sais plus. En super tie-break du 5e, en 10 ans, je disais l'équipe ce matin, j'ai totalement caviardé le 5e. Je peux m'en vouloir qu'à moi. En revanche, finale de Roland, j'ai tout donné, aucun regret. Non, c'est vrai, tu vois. Deuxième finale de Grand Chelem, mentalement, il s'est trouvé à la hauteur, mais il n'avait peut-être pas la stat sur le coup droit, ou il était peut-être en dessous de ce qu'il avait l'habitude de faire. Ouais, c'est possible, il peut se passer plein de choses. En plus, il menait 2-7 à 1. Je pensais qu'il allait gagner, mais les deux derniers sets sont secs. Hein. C'était quand même le 6-2, 6-1, le 6-1, 6-2. L'analyse de Wilander, c'est début du 4e, Alcaraz se remet dans le droit chemin et mène très rapidement 4-0, ce qui permet de le mettre un peu à l'abri. Alors s'il y avait eu 3-3, admettons au 4e, ça aurait été intéressant de le voir sous pression. Est-ce qu'il aurait tenu de la même manière? Est-ce qu'il aurait faibli peut-être? Bon, c'est vrai qu'il a pris le large et finalement il lui a mis une bonne ruse sur les 4e et 5e. Est-ce qu'on a terminé sur Zverev? Oui, pas mon frère. Oui, on peut prendre maintenant la dernière joueuse, le dernier joueur analysé sur son Garros, c'est Jasmine Paolini. La surprise italienne. Une surprise, mais qui joue de mieux en mieux, qui a gagné un Master 1000 cette année déjà. Est-ce qu'elle a gagné le double ou elle a perdu en finale? J'ai pas suivi. Elle a perdu en finale de service. Contre qui, tu sais ou pas? Contre Siniakova Goff, si je ne me trompe pas. Donc Paolini, joueuse de 27 ans, je crois, qui était un petit peu dans le trou mentalement il y a quelques mois, qui est bien revenue. Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as déniché sur elle? Là, je vais te parler, vu que c'est une joueuse qu'on ne connaît pas, je vais te parler de son style de jeu qu'on a l'habitude de faire. Elle, c'est ce que j'appelle une remiseuse puncheuse. Donc en 1, ça remet la balle avec du spin, spécialement en coup droit, et en 2, ça punch. Ça veut dire que ça fait plus de points en coup droit. Donc dans les stats, c'est une fille qui fait plus de points et moins de fautes en moyenne que ses adversaires en coup droit, et aussi moins de fautes en revers. Elle utilise son coup droit pour puncher, mais aussi pour user l'adversaire. Et ça, c'est clairement joueuse de terre battue. Bon, elle a gagné sur dur aussi, mais c'est un bon prototype de joueuse de terre. Solide, forte mentalement, avec un coup droit qui fait la différence. Je pense que c'est un miracle que ce soit retrouvé en finale ou ça peut se reproduire? Il y a souvent des surprises dans les tableaux féminins, donc ça peut est-ce que ça va se reproduire sur elle? Pas sûr, mais est-ce que ça va se reproduire sur une fille de son niveau en finale de Grand Chelem? Je pense que oui. Tôt ou tard, ça va se reproduire, ouais. Moi, j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec elle à Marbella sur un regroupement ASICS, son sponsor. Elle est hyper cool, très fraîche, très détendue, un bonheur. Je trouve que pour le tennis féminin, c'est plutôt une bonne chose si toutefois ça pouvait apporter un peu d'attrait en plus, quoi. C'est toujours moins à prendre. Ouais, au moins qu'elles sont sympathiques parce que tu vois, son jeu reste pas un jeu spectaculaire. C'est vraiment un jeu dans la solidité. C'est pas le tennis. Plus là. Il y aura du retard pour les matchs cet après-midi là maintenant.
On est lancé, Fabrice, tu peux nous faire les stages jusqu'à 18h. Où est-ce que tu nous emmènes sur Jasmine? Jasmine, c'est le dernier point, non mais voilà, je pense que un autre point que je voulais soulever, le dernier je pense, c'est qu'autant Paolini que Swiatek, elles ont pris un avantage à Roland Garros en étant plus solides que leurs adversaires. Donc on voit sur le jeu de terre battue, solidité. C'est pas toujours le cas, de loin pas toujours le cas. Mais là sur ces matchs, c'est ce qui s'est passé. La solidité l'a emporté. Une fois de plus, sur les autres surfaces, je pense pas que au niveau chez les femmes ça a été ainsi, mais sur Roland Garros ça a été comme ça. Solide aussi sur le prize money, je crois qu'elle a gagné 1 million d'euros, pas loin. C'est pas mal ça. Avant taxe, ça fait plaisir pour Jasmine. Et en double, elle a dû se partager un peu plus de 500 000. Joli Roland Garros. Belle campagne pour Jasmine. On embrasse bien fort. Est-ce qu'on a fait le tour ou il reste quelque chose à préciser? On a plus ou moins fait le tour comme d'hab. Je pense que certains chiffres ont été mis en avant. J'espère que ça t'a plu en tout cas à toi. Moi ça m'a plu comme d'habitude, mais ce qui me plaît le plus c'est que tu me racontes toi, Fabrice. Comment tu as vécu ce Roland Garros? Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager? J'étais pas dans l'équipe cette année, donc fais-le nous vivre de l'intérieur, s'il te plaît. Comment j'ai vécu ce Roland Garros? Intense. 15 jours, 15 journées du matin au soir, dans les discussions, dans les préparations de matchs, aller voir les matchs. Donc c'était très, très intense. Après, personnellement, avec les filles de Edge, on a eu des résultats moyens. On a eu une fille au dernier tour des qualifs. On a eu deux filles qui participaient au main draw, une en double qui a fait 3e tour, qui était alternate. Donc ça c'était la bonne surprise pour nous de Roland Garros. Et l'autre qui a perdu le premier tour. Donc je dirais, pour Edge, des résultats moyens. Et après, avec mes clients plus privés, aussi dans la moyenne. Il y a eu des bonnes choses. Il n'y a pas eu de surprise, hélas. Bien. Est-ce que tu es confiant pour la saison sur gazon qui arrive ou comment tu te positionnes mentalement? Non, j'espère chaque fois qu'on va tout faire péter, quoi. Donc, mais là, on ne sait jamais. Chaque tournoi a son histoire, chaque match contribue à cette histoire, on ne sait jamais ce qui peut se passer. À l'Open d'Australie, on avait Maria Timofeva et Edge qui fait qualifier 4e tour. J'aurais même pensé qu'avec Oksana, une autre de nos filles, on aurait pu faire ça cette année. Ça s'est pas fait, mais on a toujours envie de vivre une belle histoire. Donc voilà. Pas trop dur d'avoir gagné des grands chelems en double et en simple et peut-être faire face à une période un peu plus creuse. Comment tu gères tout ça? Ah, tu dis par rapport, ouais. Bah, je suis tellement impliqué avec Edge que maintenant ça a pris le dessus quand même. Et avec les équipes que je travaille individuellement, je travaille de plus en plus en détail et c'est aussi super passionnant. C'est pas la même chose. Quand j'ai gagné les grands chelems, c'était la période du Covid aussi. Donc je les ai gagnés à la maison. Gagné, non. Mes clients l'ont gagné quand moi j'étais à la maison. Donc c'était pas la même dynamique. Chaque période a ses avantages et ses inconvénients, je te dirais, mais là on est en train de reconstruire un truc, spécialement avec Edge, qui j'espère va aller beaucoup plus haut que seulement 2 titres du Grand Chelem. Donc là on est en train de construire pour le futur et c'est là-dedans que je mets toute mon énergie. Bon bah merci pour tes recherches, merci d'avoir préparé ce contenu. Merci à toi Max. Merci d'avoir suivi. Bon après-midi, bon match, hein. J'espère que ça va se calmer, que les bâches vont pouvoir faire leur travail, ainsi que les jardiniers. Et à la prochaine, Fab. Salut Max. Ciao, ciao. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel hors-série Stats avec l'Asbar. Avant de partir, vous avez un quiz dans le premier lien en description pour mieux connaître votre style de jeu. Ça prend 2 minutes. Ça vous permet d'apprivoiser vos forces grâce à la stats, grâce à un débrief personnalisé que vous recevez directement après avoir réalisé le quiz. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez récupérer les 4 secrets de statisticiens juste en dessous. En lien, c'est une véritable masterclass sur la stat d'1h14 de contenu offert. Vous allez vraiment vous régaler. C'est du pain béni, tout simplement. Merci d'être encore là. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire, ça nous aide comme jamais. À la prochaine. Ciao.